Une mère qui tue ses 3 enfants par vengeance. Nous étions le 4 août dernier. Un père qui brûle ses 3 enfants. Également des cas de noyade un peu partout. Les morts pour divers mobiles deviennent monnaie courante au Bénin. Fait banal, amplifié par les réseaux sociaux ou un réel problème de société. La population est-elle à l'épreuve d'une crise de société? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ici et ailleurs. Suicide, noyade, immolation par le feu, détresse psychologique mal négociée, c'est bien le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Kobla Bernard, c'est bien cela? Oui. Alors, je rappelle que vous êtes psychologue et coach de vie. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, c'est Raoul Satondi, les psychologues cliniciens. Merci également à vous, Raoul, d'être là. Merci. Alors, état donc de détresse psychologique, peut-on dire, puisque vous êtes des psychologues sur ce plateau. La population vit des heures vraiment sombres par ce mois d'août qui vient donc de s'écouler. On en a enregistré aussi bien pour ce qui concerne les noyades que les immolations par le feu et également les suicides. Raoul Satondi, en tant que psychologue, est-ce que vous avez comme l'impression que le peuple traverse effectivement une épreuve de crise de société? Merci de l'opportunité que nous offrez pour échanger sur cette question, parce que ces dernières semaines, sinon depuis un bon moment, et cela fait l'actualité. Des décès parfois incompris ou des cas de suicide évoqués dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce qu'il est important de dire d'entrée, c'est que il faut faire la différence entre les deux situations, parce qu'il y a des situations qui sont des cas accidentels, notamment des cas accidentels par noyade, de personnes qui ne savent pas s'y prendre ou qui ont un problème avec l'engin qu'ils utilisent pour faire leur traversée sur noix. Donc si nous balayons du revers de la main les cas accidentels, nous pouvons évoquer qu'en réalité, il y a aussi pour beaucoup de cas des situations de détresse psychologique, de détresse élevée, des situations où les individus ne sont pas très capables de faire face au vécu, à la situation, à leur situation, notamment à leurs conditions de vie et également les véritables problèmes relationnels que les individus ont avec eux-mêmes et avec autrui. Et face à tout ce tableau, on peut être amené à dire que c'est un problème social, c'est aussi beaucoup d'éléments psychologiques que nous pouvons évoquer ici. Alors, M. Kobla Bernard, vous êtes psychologue et coach de vie. On parle de mort, je vous le disais tout à l'heure, alors qu'on devrait donc démarrer cette émission. Est-ce que ça vous surprend ce qui se passe aujourd'hui? À vrai dire, ça ne me surprend pas, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cela fait que on connaît tout, on sait tout. Tout ce qui se passe, les réseaux sociaux médiatisent ça et puis on sait ce qui se passe exactement. Alors que ces choses se passaient en fait par le passé. Par le passé, il y a toujours des gens qui sautent la vie délibérément, mais ce n'est pas connu de tout le monde. Et vous savez que c'est un sujet tabou de chez nous ici. Chez nous ici, même dans une famille, si quelqu'un meurt par suicide, on cache à tout le monde. C'est seulement le cercle restreint qui sait. Et on donne une autre raison à tout le monde. On dit, bon, voilà, il se disait hier, j'ai les maux de tête. Aujourd'hui, on l'a vu mort. Mais on ne dit jamais parce qu'on considère que c'est une opprobre à la famille. Ce n'est pas bien de présenter que quelqu'un est mort par suicide, il s'est suicidé. La culture ne permet pas, n'accepte pas cela. Et vous savez bien, pour certaines régions de notre pays, et quand quelqu'un meurt comme ça, on fait des cérémonies particulières. On réserve des cérémonies particulières pour cette personne-là, pour dire que c'est un sujet tabou et ce n'est pas un fait accepté. Mais à cause des réseaux sociaux, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, les androïdes sont là, on prend et puis on vilipende ça et tout le monde sait ce qui se passe. C'est ça qui peut donner l'impression que nous avons plus de gens qui se suicident ou bien de choses désagréables. En réalité, c'est des choses qui existaient.
Alors, vous êtes psychologue, il faut qu'on en parle. Effectivement, ce n'est pas seulement le thème du suicide qui fera donc l'objet de cette émission. Il y a les noyades, il y a également les morts par le feu. Quand on prend par exemple le volet noyade, vous, dans votre position de psychologue, comment vous pouvez comprendre la sensibilité d'une mère par rapport à son enfant, et elle ici qui va plonger 3 de ses enfants dans les coups d'eau simplement parce qu'elle a un petit chose différent avec le papa? Oui, là je peux dire, il y a Émile Durkheim qui a étudié bien le thème du suicide et qui a classifié même des types de suicides. En dehors de sa classification, nous avons d'autres psychologues, psychiatres qui ont étudié la question, qui ont classifié. Cela, par exemple, on peut dire, en termes vulgaires, on peut dire que c'est suicide par vengeance. Est-ce que le sujet, je ne connais pas le sujet de façon spécifique, c'est vrai, vous allez vous étonner, mais moi, je ne sais pas. Parce que, effectivement, les réseaux sociaux l'ont vu pas dire, mais moi, je n'ai pas eu vent de ça. Mais, donc, pour dire que c'est une forme de suicide. Dans tous les cas, ça ne diffère pas du fait que la personne s'est donné la mort ou bien a tué une autre personne. Donc, c'est les mêmes causes pratiquement, quoi. Qui produisent ces mêmes effets. Alors, M. Satodi, quel est l'état psychologique cette mère qui peut amener donc, cette dame à aller donc, ôter la vie à 3 de ses progénitures? Bon, ici, ce qui se joue est très complexe. Parce que quand on arrive à prendre le lien ou le type de relation qui devrait normalement lier une mère et ses enfants, et quand on prend également le type de relation qui lie une épouse à son époux, et quand il y a problème relationnel, ce qui se pose, c'est la capacité, par exemple, de l'individu à pouvoir supporter ou apporter la difficulté dans la relation. Et in fine, le problème qui se pose l'amène à commettre un meurtre sur ses propres enfants, plusieurs meurtres sur ses propres enfants, et en choisissant un mécanisme particulier par noyade. Et cela soulève l'ampleur de la détresse psychologique de l'individu. Et les questions relationnelles que nous avons au quotidien sont d'une importance, et sa gestion parfois est complexe pour nous. Et en fonction de la personnalité de chacun, on arrive soit à supporter ou de ne pas supporter la difficulté relationnelle qui se joue. Vous parlez par exemple de jalousie, c'est ce qu'on a évoqué, oui. De jalousie. Et donc ce n'est pas un problème immédiat, c'est probablement une situation qui perdure dans le temps. Et les individus généralement qui adoptent ce type de comportement ont déjà soit des antécédents ou ont prévenu d'une certaine manière leur environnement sur la possibilité pour eux de poser un tel nombre d'actes. Et donc ce qui se joue et qui est très important à soulever, c'est quelle attention nous accordons à la relation entre époux, entre amis, entre mère et enfant. Parce qu'il y a des questions de vulnérabilité à ce niveau. On va revenir tout à l'heure à cet aspect. Je vais d'abord poser donc la question à M. Komla Bernard. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que notre environnement nous permet, de parce que nous vivons avec notre entourage aujourd'hui, de décrypter, de percevoir ces signes avant-coureurs? Oui, il y a toujours des signes. Il y a des antécédents, comme mon collègue le dit. Il y a des antécédents au niveau personnel qu'on peut observer. Mais il y a toujours des signes. Peut-être la personne qui veut se suicider présente des signes. Il peut dire je suis fatigué de la vie. Il peut avoir aussi des pathologies. Il y a des pathologies qui sont les plus ciblées. La schizophrénie, par exemple, les troubles bipolaires, les troubles unipolaires. Ce sont de façon générale la dépression ou bien. Donc, ce sont des pathologies déjà qui sont des éléments à risque qui portent la personne déjà à se ôter la vie. Donc, il y a toujours des signes. La personne a toujours un signe. Et en dehors de ça, il y a un événement. Un événement, comme on le dit, qui entre dans la relation sociale. C'est-à-dire un événement qui fait que la personne s'isole. Et l'isolement ne veut pas dire on peut être dans la communauté et encore isolé. Okay. Par un événement tragique qui vient d'arriver, la personne peut se sentir seule. Alors, Monsieur Satodi, vous évoquez donc ces aspects liés donc à notre vie relationnelle. Et vous pensez que ces alertes, ces signes tels qu'il est en train de l'évoquer, M. Komla Bernard, participent vraiment à la société pour pouvoir identifier donc un individu susceptible de commettre un meurtre par suicide, par noyade? D'abord, il faut savoir que notre société est une société en mutation.
Et les mutations appellent des changements qui aussi devraient permettre à l'individu d'avoir de nouveaux comportements. Quand vous prenez par exemple les milieux urbains, comme Cotonou, la relation entre les individus pose souvent problème parce que c'est dans un environnement où l'on est préoccupé à son gagne-pain, à son boulot, à ses activités. Si bien que nous n'avons pas le temps de faire attention aux signes d'alerte. De faire attention aux signes d'alerte. Vous imaginez un adolescent les adolescents qui font partie, par exemple, des groupes à risque. Un adolescent qui a des difficultés de relation avec un enseignant ou des difficultés de relation avec un parent. Et ce parent n'a pas le temps matériel lié à son boulot de pouvoir l'écouter, de pouvoir parler avec lui. Et cet enfant s'isole d'une certaine manière, comme l'a évoqué mon collègue, et puis un jour, il peut commettre le pire en décidant de choisir un mode par lequel il peut attenter à sa vie. Mais ce qui est important aussi de soulever, c'est que celui qui veut se suicider, par exemple, donne toujours des signes d'alerte. Il lance toujours un appel ou des cris de détresse. Soit lui-même parle souvent de la mort, soit il dit qu'il n'a plus de plaisir à la vie, soit il présente des symptômes dont on a évoqué certains, il peut se replier sur lui-même, comme il peut être très convivial, très jovial, pour masquer ce qu'il veut faire ou l'acte qu'il veut poser. Et donc, quand dans notre environnement, on arrive à observer ce genre de signes, il est important de commencer par discuter avec l'individu. Parce que des échanges, l'individu arrive à verbaliser sa souffrance et on peut lui apporter des réponses pour l'apaiser. C'est l'incapacité de la société à pouvoir écouter l'individu et à lui permettre de verbaliser sa difficulté, de verbaliser sa souffrance morale et psychologique qui conduit parfois à ces actes désastreux-là. Alors, Copain Mena, vous êtes psychologue en temps normal pour les sociétés bien organisées. Vous devez quand même être au cœur de ce dispositif-là. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes utile aujourd'hui à la société africaine, surtout béninoise? Oui, quand mon collègue parlait tout à l'heure, je me suis rappelé d'une situation où il a évoqué le cas de l'école. Vous allez voir, c'est une fille qui a 16 ans et à l'école, il s'est fait que ses camarades ont fait un mauvais jeu avec elle et jusqu'à organiser un viol. Donc du coup, elle n'a pas eu le courage de dire à sa maman, mais elle a essayé, elle a fait tentative de suicide. Donc, ils sont venus en consultation où nous l'avons accompagnée jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Elle a actuellement le bac. C'est pour dire que nous sommes utiles à la société. Oui, mais utiles. Mais est-ce que vous sentez qu'effectivement la nation vous reconnaît cette place-là et qu'on vous sollicite de temps en temps? Oui, en fait, de façon, moi je dis toujours, je le dis aussi à mes collègues, on ne peut pas attendre qu'on nous reconnaisse cette place-là. On va se battre à notre niveau. C'est vrai, il y a le système. Si le système ne permet pas qu'on puisse trouver la place, et actuellement, le système ne permet pas encore. Mais nous n'allons pas blâmer quelqu'un, nous allons dire que c'est question de temps. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui viennent en consultation psychologique, plus qu'avant, plus qu'hier. Il y a plus de personnes. Moi, j'en reçois beaucoup. Donc, je peux dire que je suis utile et je peux dire que maintenant, peut-être au niveau gouvernemental, il n'y a pas encore un appareil qui met à disposition de la population cette facilité à aller vers la psychologie, vers les psychologues. Alors, Raoul Satondi, est-ce que vous pensez que tout le monde, puisque vous parlez de la société qui doit pouvoir diagnostiquer ces signes d'alerte, vous avez évoqué seulement le cas des centres urbains, on reviendra beaucoup plus au milieu rural tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'impression que tout le monde peut écouter? Tout le monde ne peut pas écouter. Alors? Tout le monde ne peut pas écouter. Il y a des spécialistes de l'écoute, comme les psychologues, comme des psychiatres, qui ont été formés à l'écoute. Cela dit, on peut écouter quelqu'un souffrant, on peut écouter la détresse de quelqu'un, on peut écouter quelqu'un qui est en difficulté, lui donner quelques conseils et l'orienter vers un spécialiste. Ce qui se fait dans notre contexte et qui fait que les psychologues ne sollicitent pas beaucoup, et les psychologues ne sont pas beaucoup sollicités, c'est que tout le monde pense qu'il est outillé à écouter et à prendre en charge. Et donc, on peut
aller se confier au prêtre, au pasteur, qui n'a pas forcément les outils ou les rudiments nécessaires pour faire un accompagnement psychologique, pour comprendre la profondeur ou la gravité de la situation, pour l'accompagner comme cela se doit. Mais de plus en plus au Bénin, les psychologues sont sollicités parce qu'il y a les médias, il y a des espaces qui sont ouverts pour connaître et pour découvrir ce que c'est qu'un psychologue, qui se prononce sur des sujets, et quand les gens ont le sentiment qu'ils peuvent, n'est-ce pas, se faire accompagner par ces spécialistes-là, je pense que de plus en plus des efforts sont faits. Si, et au niveau de notre État, on a admis le principe que nos universités forment des psychologues, c'est dire qu'au sommet de l'État, cela est bien perçu. De plus en plus, les psychologues sont sollicités, mais cela n'est pas encore dans la pratique de la population de s'orienter vers un psychologue. Il est plutôt dans la pratique d'aller vers le bokono, d'aller vers le marabout, d'aller vers le charlatan, d'aller voir le pasteur, d'aller voir le prêtre pour poser son problème. Mais là aussi, la solution ne manque pas souvent. Bien souvent, il y a de la confusion. Bien souvent, il y a de la confusion. Un problème psychologique peut être traité comme un problème de possession ou un problème d'envoûtement, alors qu'il s'agit simplement d'un problème psychologique. Une question d'estime de soi, par exemple, où l'individu n'a pas une acceptation de sa propre personne. Que vient faire le diable ou que vient faire la sorcière dedans? Rien du tout. Rien du tout. Pourtant, ces spécialistes que je n'accuse pas entrent dans une dynamique d'accompagnement qui n'est pas appropriée, qui est inadaptée. Bien souvent, ils font cet accompagnement-là et les individus entrent en décompensation. Les individus développent des maladies psychologiques ou des pathologies psychiatriques réelles. C'est à partir de cet instant que vous vous rendez compte qu'on amène l'individu dans un centre psychiatrique, et il est bien trop tard. Il est bien trop tard parce que l'individu développe déjà une chronicité, et donc la prise en charge devient beaucoup plus difficile. Alors, Comte Mabena, quels sont à peu près, suivant vos diagnostics, les personnes à risque, donc des personnes susceptibles de développer ces maladies psychiatriques et qui auront donc besoin, si possible, d'un psychologue? Je pense que tout le monde je ne peux pas dire que c'est seulement une tranche d'âge, non. Tout le monde peut se trouver dans une situation de se donner la vie, de se donner la mort. Tout le monde. Vous voyez, tout le monde. Ça dépend des éléments, de la manière dont la relation, l'attachement a été fait au niveau de la première figure d'attachement, la maman et l'enfant. Quand à cette période-là, il y a certaines blessures qu'on appelle les blessures de l'âme ou les blessures psychologiques qu'on a répertoriées en 5. Ces blessures psychologiques, abandon, injustice, trahison, rejet et humiliation. Ces blessures psychologiques, nous l'avons tous. Maintenant, il y a des blessures psychologiques qui émergent chez chaque individu. Il y a des blessures qui émergent chez chaque individu. Alors, s'il y a certaines blessures qui poussent plus les gens à, entre guillemets, se laisser aller par le désespoir. En fait, c'est le désespoir, c'est parce qu'on croit qu'on n'a pas les armes pour affronter le futur, la vie présente, qu'on puisse choisir la solution là. Vous voyez, on choisit la solution là parce qu'on croit. Maintenant, au niveau quand on va dire les personnes à risque, dans les statistiques, on peut constater qu'il y a plus des hommes, c'est-à-dire des hommes sexe masculin. Il y a plus d'hommes que de femmes. Pourquoi? Parce que les méthodes pour se donner la mort sont des méthodes souvent très radicales, et ça nécessite plus de courage et de force pour pouvoir le faire. Donc vous pensez que les hommes sont plus courageux que les femmes? Je ne dis pas courageux, mais je dis que... Ils se donnent quand même la force physique. Voilà, ce qui fait que les hommes, puisque même les études ont montré que même les femmes pensent plus au suicide, mais n'aillent pas à l'acte. Tandis que les hommes, quand ils pensent, voilà, si on prend 100% d'hommes, au moins plus de 60% ou 70% qui passent à l'acte. Tandis que la femme, chez les femmes, elles pensent, mais elles n'ont pas forcément la force pour pouvoir aboutir. Vous voyez un peu? Donc, je ne pourrais pas dire que il y a vraiment des gens, des personnes qui, comparativement, oui, c'est plus susceptible à tel endroit.
Vous voyez. Okay. Mais aussi, il y a des métiers qui sont des métiers à risque. Des métiers à risque qui peuvent pousser certaines personnes à... Peut-être que vous allez évoquer ces aspects tout à l'heure. Raoul Chatoli, je le disais tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup plus du milieu urbain. Mais quand on descend au niveau des ruraux... Avant d'en arriver au milieu, je voudrais nuancer un peu. Il y a effectivement des groupes cibles qui ont à risque, des groupes à risque. Quand on prend le jeune adolescent, qui est plus ou moins dans la naïveté d'un certain nombre de choses. Or, chez l'adolescent, il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui peuvent l'amener à faire de mauvais choix, dont se suicider. Il suffit d'une simple querelle avec une mère ou avec un père, ou il suffit par exemple du cas qu'il a évoqué d'un viol, et pour que l'enfant, n'ayant pas la compréhension nécessaire d'un certain nombre de choses, puisse aller au suicide. Il y a également les jeunes adultes qui sont dans la tranche de 24, 25 ans et plus, qui finissent peut-être des études universitaires, qui sont confrontés à une nouvelle réalité de la vie, où le père ou la mère n'accompagne plus avec les ressources. Ils doivent affronter la réalité de la vie. Ils doivent affronter la réalité de la vie. Ils sont confrontés à la question du chômage. Et donc, tous n'ont pas la maturité psychologique nécessaire pour faire face à ce vécu-là. Il y a aussi des personnes âgées qui ont plus de 70 ans, voire 80 ans, qui se suicident, qui se donnent la mort. Par exemple, j'ai dit, tiens, j'ai déjà tout fait et tout, et donc, je préfère m'en aller. Il y a également des personnes qui sont atteintes de certaines maladies chroniques ou des maladies douloureuses. L'incapacité à pouvoir supporter la douleur. Quand je prends le cas, par exemple, de certains drépanocytaires, par exemple, de pouvoir supporter la douleur. Il y a ceux qui sont accros à certaines substances psychoactives, alcool, drogue et autres, qui sont des groupes à risque. Il y a aussi des personnes qui se retrouvent dans des situations émotionnelles ou relationnelles difficiles, comme celle du cas de la dame qui a assassiné ses 3 enfants pour une question de jalousie. Il y a ceux qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique et psychologique, les dépressifs, les schizophrènes, les bipolaires également. Il y a aussi ceux qui sont en situation de perte d'emploi. En tout cas, toutes les situations que l'on peut s'imaginer dans la vie où l'individu est confronté à une réalité où il faut véritablement se ressourcer pour pouvoir faire face à cette réalité-là. Ce sont des personnes à risque. Mais cela dit, quand on est personne à risque, je ne veux pas dire qu'on va forcément passer à l'acte. Et cela répond à l'ossature de la personnalité de chacun. Donc tout le monde ne se suicide pas face au même problème parce que tout le monde n'a pas la même contenance psychologique pour faire face à une situation. Et donc sur ces éléments, tout le monde non plus ne va pas assassiner ses propres enfants. Chaque individu, il va en fonction de ses sensibilités, en fonction de ses perturbations, en fonction des blessures qu'il a évoquées, la profondeur des blessures, le degré des blessures que mon collègue a évoquées. Dans les milieux, je reviens sur les milieux ruraux, parce qu'il y a 2 cas d'assassinat qui se sont déroulés dans des milieux plus ou moins ruraux. Oui. Alors, la détresse psychologique ne se manifeste pas de la même manière, parce que dans les milieux ruraux, on a comme le sentiment qu'il y a un peu plus de solidarité et que l'on s'intéresse les uns aux autres à la difficulté de l'autre. Mais en même temps que le milieu urbain connaît une transformation, cela est plus ou moins transposé sur le milieu le milieu rural. Quand vous allez aujourd'hui dans nos villages, les difficultés et l'esprit de solidarité n'est plus le même. C'est quand la situation s'aggrave que la communauté est rapidement interpellée. Sinon, vous gérez individuellement votre difficulté jusqu'à un certain niveau. Et il faut savoir aussi quelle est la nature de la difficulté pour l'évoquer en milieu rural. Si vous êtes un mari cocu, par exemple, vous êtes un mari cocu, comment vous l'évoquez dans un milieu rural. Dire simplement que la détresse psychologique ne se manifeste pas de la même manière dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains, parce que nous soupçonnons que dans les milieux urbains,
et ruraux, par exemple, il y a beaucoup plus de solidarité et que dans les milieux urbains, l'individualisme est beaucoup plus élevé. Et en plus de ça, la tension psychologique est plus élevée en ville. Parce qu'en ville, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'espace de repos. Vous sortez de chez vous, vous voulez rentrer à la maison, il y a l'embouteillage, il y a les klaxons. Vous rentrez totalement épuisé. Donc, il y a l'épuisement psychologique qui est plus développé dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Alors, comme là, Bernard, voilà donc autant de faits évoqués par M. Satondi qui pense que au milieu rural, on a beaucoup plus quand même de conditions faites pour gérer psychologiquement certains faits de société. Mais vous avez évoqué à l'entame des sujets tabous. Les suicides sont perçus comme une opprobre jetée sur la famille, donc il ne faut pas en parler. Marie Cocu, vous l'amenez à la place publique sur l'arbre palabre pour dire « ma femme m'a trompé ». Ce n'est pas bien perçu dans la société, mais quand on sait très bien que ces faits ne sont quand même pas admis, mais pourquoi ça doit pouvoir perdurer dans la société? Il y a des raisons qui expliquent cela, par exemple, selon vous? Alors qu'on sait très bien que le suicide n'est pas une bonne chose, mais pourtant ça s'observe dans la société. Un mari cocu n'est pas en mesure de venir à l'exposer à l'arbre à palabre devant ses autres hommes, dit ma femme m'a trompé, mais pourtant la société continue d'entretenir ce genre de faits. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? La société continue d'entretenir le fait qu'il y a des maris qui... Qui est par exemple l'infidélité. Voilà. Oui, en fait, l'infidélité fait partie de la vie de la population, c'est-à-dire des hommes de façon générale. C'est des éléments qui font partie de la vie ordinaire. Il y a des gens qui... Et on va vivre de ces choses-là. Ce que moi, je dis le plus, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un pense au suicide et en arrive à l'acte, c'est parce que toute son histoire, il a été affecté, il est le résultat de toute son histoire. Tout ce qu'il a vécu, c'est ça qui le suit, c'est ça qui fait qu'il peut ne pas être capable d'affronter le défi qui lui est lancé. Quel que soit le fait qui lui arrive, s'il n'est pas capable de pouvoir gérer ce fait-là, c'est compte tenu de toute son histoire. C'est son histoire qui fait que, à cause des blessures qu'il a reçues par le passé, qui fait qu'il n'est plus apte à répondre à des... Vous dites, il y a des gens, c'est pas tout, la dame là, c'est pas toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation qui peuvent agir de cette manière. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'elle, certainement, a été prédisposée au fait là. Et il a été prédisposé justement compte tenu de tout ce qu'il a vécu par le passé. Vous voyez un peu. Donc, en réalité, est-ce que la société cultive le fait qu'il y ait de ces traditions-là? La société ne cultive pas. Maintenant, peut-être qu'il faut voir comment faire l'éducation à la base pour que les gens puissent adhérer aux valeurs, puisque les gens puissent adhérer aux bonnes pratiques. C'est cela. Ça fait partie des propositions que vous allez faire tout à l'heure. Raoul Satondi, comment vous pouvez expliquer des sujets qui sont perçus comme tabous, mais que l'on continue donc de vivre au quotidien quand même dans la société? Est-ce qu'il ne faut pas donc finalement mettre les pieds dans les plats et exposer tous les problèmes afin que chacun puisse se situer? Effectivement, il y a beaucoup de sujets qui sont des tabous. Et partant du principe que dans nos cultures, il y a des choses dont qu'il ne faut pas exposer sur la place publique. Et comme le dit l'adage, le linge sale se lave en famille. Vaut mieux de manière très diplomatique. Je pense que c'était une approche d'un moment. De manière très diplomatique, gérer le problème. Mais je pense que le travail qui est à faire et que nous faisons en ce moment en évoquant la question des assassinats, la question du suicide, c'est que de plus en plus, il faut qu'on ose en parler. Il faut qu'on ose expliquer que dans la vie d'un individu, un individu naît, il grandit, il est confronté à des problèmes. Et ces problèmes-là, parfois, les blessures qu'elles engendrent peuvent amener l'individu à poser tel ou tel type d'acte. Et donc, il faut faire attention dans la communauté. Et quand ce genre de comportement se présente, il faut pouvoir attirer l'attention
des spécialistes ou orienter l'individu vers quelqu'un plus outillé pour l'aider ou pour l'accompagner. Ce dispositif n'est pas encore totalement cela chez nous. Par exemple, quand je vous prenais la question de la maladie mentale, lorsque les désordres mentaux commencent chez un enfant ou chez un adolescent en famille, on essaie par exemple de le banaliser. Quand votre enfant commence par consommer de la drogue, on essaie d'abord de le banaliser, de le cacher, au lieu de commencer rapidement une sensibilisation pour amener l'enfant à ne plus poursuivre. On ne le fait pas. Et c'est quand l'enfant fait une décompensation, quand l'enfant casse tout à la maison, quand l'enfant devient de plus en plus agressif, qu'on commence par chercher les solutions. Je pense qu'il faut davantage qu'on en parle, qu'on parle de tous les sujets, que ce soit la question de la sexualité, que ce soit la question de l'éducation, que ce soit la question de l'amour, la question des relations hommes et femmes et des difficultés que cela comprend, que ce soit la question des relations parents-enfants, et que ce soit la question des relations entre un enfant éduqué seul par sa mère ou un enfant éduqué seul par son père, ou d'un enfant abandonné. Voilà, parce qu'il y a autant de problèmes dont il nous faut de plus en plus parler pour attirer l'attention sur les problèmes qu'elles peuvent engendrer, pour permettre d'abord à ceux qui sont concernés d'avoir des éléments pour se dire, ben tiens, je ne suis pas seul, voilà, je peux utiliser telle méthode, je peux faire ci ou ça. Et nous essayons de le faire dans le cadre de l'association béninoise des psychologues cliniciens. Nous le faisons, nous sensibilisons. Par exemple, la rentrée qui commence là, nous sensibilisons exclusivement les parents pour attirer leur attention sur le rôle qui est le leur dans la réussite scolaire de leur enfant. Et quel type de parents ils sont et quel est le style éducatif qu'ils imposent à leur enfant et en quoi est-ce que cela peut impacter la réussite ou non de l'enfant. Nous le faisons de plus en plus. Sur d'autres sujets également, nous allons le faire. Alors, vous parliez tout à l'heure, comme la Bernard, de système éducatif qu'il faut revoir et donc enseigner les valeurs morales admises par la société à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Mon collègue a dit tout à l'heure que nous, au niveau de l'association, nous sommes en train de travailler à cela. C'est bien possible si le gouvernement prend des mesures pour, par exemple, qu'on ait une rubrique ou bien un domaine de l'éducation réservé aux spécialistes. Je vais parler des psychologues, des psychopédagogues, mais dans le volet de l'autoprise en charge. Dans le volet de l'autoprise en charge. Vous savez, nous sommes en train de parler de détresse psychologique. Si la personne avait appris à prendre adéquatement soin de ses besoins personnels, je pense qu'il ne veut pas arriver à se suicider, par exemple. Il ne veut pas arriver à se suicider. Si on lui a appris dès le bas âge, comment, même si ce n'est pas dès le bas âge, on lui a appris, voilà les besoins fondamentaux ou les besoins qui existent, et voilà comment il faut apprendre à prendre en charge de ses propres besoins et prendre en charge les besoins des autres aussi. Et cela, vous allez voir que ce serait différent. Celle qui s'est donné la mort, qui a tué ses enfants, par exemple, si, voilà, elle est dans une détresse, certainement, dans le tableau qu'on a présenté, elle est dans une détresse. Mais si elle avait un autre moyen, elle croit prendre en charge son besoin en ce moment-là, mais de façon maladroite. Mais si elle avait appris à prendre autrement en charge ses besoins, elle saura que ce n'est pas de cette manière que je prends en charge mes besoins. Et vous allez voir, certains discours disent que même celui qui se suicide, il se suicide par libération. En fait, il répond aussi à un problème. Il est en train de se prendre en charge de cette manière. Donc, il faut qu'au niveau de notre système, qu'on trouve le mécanisme de mettre en place, en dehors de la formation intellectuelle, une formation humaine qui permette à la personne de pouvoir se prendre en charge après avoir été informé et être formé intellectuellement. Il faut qu'on soit formé maintenant humainement. C'est cette dimension qui manque dans notre système aujourd'hui. Alors, Raoul Patondi, des centres relais de santé mentale, vous pensez qu'il faut en créer ou il faut augmenter s'il le faut? Il faut créer beaucoup de centres de guidance. Je ne dis pas exclusivement des centres de santé mentale, mais il faut créer beaucoup de centres de guidance qui pourront parler des questions d'éducation, des questions de santé mentale, des questions de relations sociales. Cela aiderait. Parce que le vrai problème, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance des individus. Et lorsque vous n'avez pas certaines informations, il est bien difficile. Si vous n'attirez pas l'attention
aux parents, par exemple, que un enfant, lorsque vous constatez que votre enfant, son humeur commence pas à se modifier, pas à changer, et qu'il commence pas à s'isoler d'une certaine manière, c'est un signe d'alerte. Vous devez vous en inquiéter et venir à son secours parce qu'il appelle à l'aide. Le parent qui ne sait pas voit cela comme un simple caprice parce qu'on lui a reproché ci ou ça et il s'enferme, ben tiens, on s'en fout hein, qu'il s'enferme. Moi, mon père ne gérait pas ça. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte dans lequel vous avez grandi. Vous avez peut-être grandi dans un milieu rural où il y avait le père, il y avait l'oncle, il y avait la tante et tout ça. Et donc, quand on vous fait une corvée ici, quand vous quittez là, vous pouvez aller chez la tante, manger du gari, prendre quelque chose. Alors qu'ici, en ville, par exemple, à Cotonou, le gamin n'a nulle part où aller. Et il y a des besoins ici, il y a beaucoup plus d'exigences en termes de besoins ici que vous ne pouvez forcément pas satisfaire par rapport à vos revenus. Et il est important pour vous de sensibiliser votre enfant, de lui expliquer en quoi est-ce qu'il ne peut pas l'avoir. Parce que l'enfant aussi comprend. Et lorsque vous lui expliquez, sa conduite change. Et ce sont des éléments qu'il faut pouvoir expliquer dans le cadre des centres de guidance, aussi dans le cadre de sensibilisation de masse, ou dans le centre de sensibilisation sur certaines couches. Parce que cela se passe aussi en milieu professionnel. Il y a des professionnels qui se suicident. Il y a des religieux qui se suicident. Il y a par exemple des féticheurs qui se suicident, comme le cas que vous avez donné après une séance qui allait tomber dans un puits. Donc, nul n'est à l'abri de cela, qu'on soit prêtre, qu'on soit pasteur, qu'on soit religieux, qu'on soit psychologue, qu'on soit psychiatre. Donc, ensemble, nous devons pouvoir expliquer un certain nombre de choses pour amener la communauté à comprendre que, tiens, il faut que nous ayons une conduite de prévention plutôt que d'attendre que les situations se présentent à nous. Alors, Colonel Bernard, nous sommes en Afrique, plus précisément au Bénin, par exemple, où la tradition a un rôle central dans nos valeurs que nous cultivons de tous les jours. Mais, puisque chaque mot en Afrique a une origine, une signification, il paraît également que ces cas de suicide, de noyade ou même d'immolation par le feu sont provoqués. Est-ce que vous croyez à ça? Je ne peux pas donner ma réponse par rapport à ça. Personnellement, je n'y crois pas. J'y crois pas. Et c'est pourquoi je dis que je ne peux pas donner mon avis par rapport à ça. Ce que je sais, c'est quoi? Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Des gens... Je vais vous donner un exemple. J'étais quelque part, un enfant se lève la nuit et fait des choses bizarres. Par exemple, il peut se lever, marcher sur le mur, il peut se lever et il ne s'en rend pas compte. Après, il il tourne, si on le suit, ou bien on le réveille, il se surprend là où il est. Alors, ils ont dit que c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Maintenant, un spécialiste qui a vu a dit que ce n'était pas la sorcellerie. C'était le somnambulisme. Vous voyez? Donc, si on n'est pas informé, on peut confondre les choses. Beaucoup de choses se passent et qui peut être d'ordre scientifique. Beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, moi, je dis quoi? Même si la personne se trouve dans une disposition où il pense que quelqu'un lui veut du mal, si la personne est bien boostée mentalement, il n'ira pas au fait qu'on lui a donné un ordre où il ira se suicider. Là, vous parlez en termes de coach de vie. On va peut-être finir par là tout à l'heure. Alors, ça, on dit, est-ce que vous ne pensez pas, parce que l'expression consacrée, c'est « on l'y a aidé ». C'est possible? Bon, nous sommes dans un contexte africain. Et moi, j'ai étudié la psychologie en Afrique. Et nous savons qu'il y a des symptômes qui sont provoqués. Parce que, par expérience, lors de nos prises en charge, vous constatez qu'en temps normal, quand tel symptôme se présente et vous mettez tel produit, normalement, quelques temps après, ces symptômes devaient tout le moins diminuer. Mais ça se multiplie. Et donc, il existe cette possibilité. C'est pour ça, de plus en plus, dans nos pratiques, il y a ce que nous appelons la compétence culturelle dans le soin. La compétence culturelle dans le soin. Parce que nos réactions ne sont pas les mêmes. Moi, je m'exprime, on a le sentiment que je suis un Ivoirien.
Parce que je suis resté dans un milieu, dans une culture. Et dans cette culture, il y a des façons de faire, il y a des façons d'être, qui ne sont pas les mêmes que ce qui se fait au Bénin, ou au Niger, ou au Burkina. Ou quand vous prenez simplement le contexte béninois, ce qui se fait dans le contexte, dans le milieu fond, n'est pas la même chose qui se fait dans le milieu Batambu. Ce qui fait notre unicité. Et quand vous voulez prendre en charge ce que vous appelez peut-être signe pathologique, dans cette culture, peut ne pas être un signe pathologique. Par exemple, quelqu'un qui ne soutient pas le regard, qui baisse le regard quand une personne âgée lui parle. Si dans sa culture, on lui a dit par respect pour la personne âgée, on doit baisser le regard. Pour un psychologue qui est moulé à l'occidental, il considère cela comme un signe ou comme un symptôme, alors que ce n'est pas le cas. Donc la compétence culturelle dans le soin aide. La compétence culturelle dans le soin permet de référer. Parce que vous envoyez, vous prenez en charge des personnes qui évoquent des questions d'ordre mystique que vous ne savez pas. Des personnes qui évoquent, qui parlent du vaudou, qui parlent de telle divinité, telle. Si vous n'avez pas été formé pour ça, vous ne le savez pas. Vous devez vous en tenir à faire ce qui est de votre spécialité, mais vous devez avoir aussi la sincérité de l'orienter vers des spécialistes de ce domaine qui pourront aussi l'accompagner. Vous le faites souvent? Et donc, oui, nous le faisons. Nous le faisons. Par exemple, il y a des prêtres, par exemple, qui le font aussi. Des prêtres exorcistes, quand ils voient les symptômes, quand on l'amène, il dit, ben tiens, amenez-le d'abord voir un psychiatre ou un psychologue ou un médecin. Faites telle analyse d'abord avant de commencer mon exorcisme. Donc, il y a comme un lien qui doit exister, une action synergique qui doit exister entre spécialistes, comme le font certains médecins. Quand il applique un traitement et il fait le constat qu'il a appliqué le traitement, que ça ne va pas, il soupçonne la piste psychologique et il nous envoie le patient avec son avis pour dire, ben tiens, je pense que c'est un problème psychologique et c'est à vous de prendre le relais pour continuer le soin. Donc, il faut qu'on soit dans une dynamique complémentaire pour pouvoir aider nos compatriotes et nos frères et sœurs. Comme là, Bernard, c'est quoi un coach de vie? Un coach de vie, c'est celui qui vous accompagne à négocier, à gérer les challenges de la vie. Donc, si quelqu'un avait un coach de vie, il n'allait pas se suicider, par exemple. Donc, en temps normal, si on est avec vous, on ne devait pas mourir. On va mourir, mais on ne va pas mourir. On va mourir au moment qu'il faut. Au moment qu'il faut. Raoul Satondio va bientôt sortir donc de cette émission, en dehors donc des centres de guidance que vous avez préconisés tout à l'heure, pour que l'État puisse donc véritablement se mettre au service de la communauté à travers les psychologues. Qu'est-ce qui est aujourd'hui plus important, plus urgent, en premier lieu, à défaut donc de créer ces centres de guidance? Qu'est-ce qui est urgent au niveau de la société pour vous? Il est urgent au niveau de la société pour nous de mettre l'accent sur la prévention. La prévention en sensibilisant les couches vulnérables et en sensibilisant également des personnes qui sont en lien avec ces couches vulnérables-là. Nous avons parlé des adolescents. Il faut sensibiliser les adolescents eux-mêmes, sensibiliser leurs parents, sensibiliser dans les systèmes où on les retrouve. Par exemple, à l'école, dans les centres d'apprentissage, dans les centres où il y a beaucoup de jeux, où il y a de la distraction. Sur la question des personnes âgées, il faut pouvoir sensibiliser autour de ces personnes âgées-là ceux qui les accompagnent. Il faut également pouvoir informer la masse pour que la masse comprenne qu'il y a une situation. Et ce que nous faisons aujourd'hui s'y prête bien parce que nous sommes dans une semaine qui est dédiée plus ou moins à la prévention. Et au pouvoir public, je dirais, de faire appel aux spécialistes pour qu'ils expliquent. Parce que ce n'est plus acceptable. De mon point de vue, ce n'est plus acceptable que des personnes en réelle détresse psychologique et qui l'évoquent par eux-mêmes. Quand je prends le cas du monsieur qui a brûlé ses enfants, il a annoncé qu'il a annoncé qu'il est en situation de maladie, donc lui-même déjà de vulnérabilité, quelqu'un qui travaillait déjà, qui est plus ou moins à la retraite ou qui n'a plus son emploi, qui n'a plus toute la puissance, tout le pouvoir qu'il avait. Il devait être accompagné. Il devrait Il n'y avait pas d'oreille pour lui. Il n'y avait pas d'oreille pour lui. Donc alors, arrêtons d'être sourds et ouvrons nos oreilles. Comme là, Bernard va bientôt sortir de cette émission, qu'est-ce que vous avez en 30 secondes? Oui, ce que j'ai dans la même logique, que cette sensibilisation-là soit
plus accompagner, appuyer, pas apprendre aux gens, aux personnes à se prendre en charge, par les moyens adéquats. Merci donc à vous, Bernard Komla. Donc vous êtes psychologue et coach de vie. Merci également à vous, Satondi Kwaku Raoul, psychologue clinicien, pour vos contributions. Semaine donc dédiée à la prévention du suicide. Je crois que vos messages sont parvenus à qui de droit et que diligence sera faite à chacun à vous. Merci donc de nous avoir suivis sur SICA, sur votre émission ici et ailleurs. À très bientôt pour vos contributions également.